Elle m'a acheté des tapis à 20 balles. Oh, c'était une débrouillarde à son logement. Un luminaire à 25 euros. Ah, vous avez fait des frais, hein? Oui, les frais, c'est pas cher. 20 balles pour 2 tapis, 25 euros pour ça. Elle me trouve des poufs, machin. Ah, je reconstruis là-bas, mais avec très peu. On peut vivre avec très peu. Ah oui, c'est une bonne chose. C'est à la fois, moi je trouve ça marrant. Oui, C'est amusant, puis de toute façon, un sou est un sou. bah, de vivre comme ça avec le minimum, ça m'assure mon indépendance d'une certaine façon. Et oui, tout dépend de vous, finalement. Ouais. C'est d'une certaine façon. De toute façon, moi j'ai essayé toujours de faire la pute, c'est pas une musique de pute, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est juste un truc pour permettre d'obtenir quelque chose, des livres et des disques, mais bon, le reste, je m'en fous. Donc voilà l'histoire de la mobilette et de la voiture. Oui, d'accord. Dans un extrême, un peu extrémiste. Pareil en montagne, le public ski, le champion. J'ai rien à 100 en ski. En ski aussi? Avec casque, Ah oui. ski avec les Suisses du point. Ah bon? J'étais champion de ski. Ah ben effectivement. Extraordinaire ça. Champion de tennis aussi. Ah, j'ai pas été champion de boxe, champion de 100 mètres d'Île-de-France, sans travailler. On m'a dit, il faut bien un week-end à la ah, non, je préfère n'importe quel sport. Donc je suis avec Daniel Kobi, C'est lui-même. Qui a marqué quand même l'histoire du jazz contemporain. J'étais avec les gens qu'il fallait à la bonne époque. Voilà. Oui. Pas du free jazz. Mais alors finalement, on peut dire que vous en êtes revenu, si on peut dire. Votre rapport avec le jazz a évolué. J'ai jamais été vraiment. Oui. Moi, j'ai été attiré après 68 par. D'abord, j'avais fait mes 10 ans de classique au conservatoire, mais à cet âge-là, j'en avais ras le bol. J'écoutais beaucoup, comme tout le monde, de la pop, et puis j'en ai marre. Bon, je savais bien jouer de Debussy, mais bon, j'aimais, mais j'avais besoin d'autre chose. De plus rythmé et de plus bon. Et de plus personnel aussi. C'était pas encore, j'ai trouvé plus tard, mais bon. Mais donc, moi, j'allais à tous les concerts bien de rock et de jazz, pas de jazz du tout, de pop, qu'il y avait à l'époque, enfin, c'était les Who, c'était les Zeppelin, c'était comme tout le monde, c'était les Stones, quand ils passaient à Paris, c'était le... En tant que spectateur. Oui, mais j'ai eu mon orchestre dès l'âge de 15 ans. Petit à petit, vous l'avez choisi, mon guitariste, chanteur. Votre bande. Moi, j'étais à l'orgue. J'avais acheté un petit orgue électronique. Ah oui. Et puis, on avait des amplis incroyables, parce que quand on avait des contrats, alors on jouait quand même dans des spectacles, pour les soirées. Ça s'appelait comment ce groupe? Black, je sais pas quoi. D'accord. Un truc choupi. Ça a changé de nom, enfin bon. Oui. Ça a changé de nom. Par contre, ce qu'on avait gardé, puisqu'on était 4 musiciens de base, les batteurs, Comme les Beatles. changeaient tout le temps. Il y avait le guitariste, Béraud Petit, qui était un fort en maths, et son bac à 16 ans, il s'est arrêté depuis 2-3 ans pour s'amuser. Et puis, alors on avait, chez les curés à Duroc, une gare très grande. Oui. À Duroc, oui. À côté de là où votre mère habite toujours. Voilà. Et moi, c'est marrant parce que je partais le matin, et puis en arrivant au métro, je dis non, je vais jouer. Et à 8h moins le quart, Rubéro Petit, qui est un garçon qui est devenu agrégé de Madame Alès, tout ça, portait une tête. Et puis, pour les grands machins. Et puis, il était là à 8h moins le quart aussi. Et moi, j'étais là à 8h moins le quart. Le guitariste chanteur et l'organiste. On était tous les deux. Bon, et on attendait le bassiste qui était le frère de Arnaud Petit, c'était une famille de grands aristos. Bref, qui habitait, parce que l'hiver, il avait un appartement aussi à avenue Montagne, en face du Théâtre Champs-Élysées, avec un téléphone et une attention, un truc de 200 mètres carrés qui n'était pas à lui, je sais pas. Bref, une gens très riche, un château, aristocratie. Et puis voilà. Mais le frère, le cousin, s'appelait Arnaud Petit, qui est mort récemment, qui avait mon âge, qui est dans le 13e, mais qui a un peu rien. Par contre, c'est l'inverse du verre. Voilà. Et puis, qui est mort de, bon, il y a un peu d'alcool et tout ça, conneries. Voilà. Et c'est un garçon en problème, lui est arrivé à 15h. Et puis les batteurs, on a changé tout le temps. Voilà. Passé par Vincent Meyer, qui était comme l'arrière
Lazare et frère, vous voyez, un peu le genre. Hein. C'est mon copain de classe au lycée Henri IV, mais bon, au lycée Henri IV. Parce que mon père nous avait placés là, il fallait le bon lycée et tout. Moi, puis nous, on séchait, quoi, on avait l'art de sécher. Mon frère, c'était par paresse. Et moi, quelquefois, j'allais avec lui jouer du flipper toute la journée. Et puis sinon, à partir de 15 ans, quand il y avait cet orchestre, c'était par passion. 8h moins le quart du matin, à Duroc, j'allais donc chez les curés. On avait un local chez les curés. Il était très gentil, mais juste au moment de la messe, pour pas jouer un petit peu plus bas. Parce que j'avais été comme d'ampli. Oui. Et puis il y avait des souvenirs épiques, on partait en Bretagne, on avait loué une maison avec Curien, c'était le fils de machin. Ah, lui, c'est le fils du ministre, le machin. Et lui, c'est pas doué, c'était surdoué. Alors lui, c'était les cheveux longs, il à peine parlé, badaud, machin. Et puis H4 ne voulait pas le lâcher, il a été lui grand, il s'est pu virer pour des raisons politiques. Il était comme nous, militant, je sais pas quoi. Et puis il a préparé normal sup tout seul, il est rentré à 19h30. Bon, alors c'est les gars, les lycées se disputaient. Puis moi je l'ai vu, j'étais en classe d'allemand, j'étais en 3e avec lui. Moi j'étais bon, c'est-à-dire je suis resté une heure, puis je fais 15-16 quoi. Le gars il sort au bout de 5 minutes, tout le monde dit bon, ça ne pleut pas. Hein. 20. Bon d'accord, 5 minutes, 20. Bon. Là c'est plus de l'intelligence, Alors je dis à la fin, il disait normal, c'est lui aller le voir, puis il dit mais t'as de la chance d'aller comme ça, de l'archi, de la musique, t'es bon en maths, et puis ça sert à quelque chose que tu vas faire. Je dis, parce que moi je ne sais pas quoi faire. Il me dit, je crois que je vais partir faire de la météo, il y a quelque chose à faire, en Australie. Je n'ai pas de nouvelles. J'ai des anecdotes qui disent, en disent long sur le climat d'une époque, oui. Et puis dans ce milieu finalement assez... Enfin, je reviens parce que là, on va passer des heures là-dessus. D'accord, non, mais vous arrêtez parce qu'effectivement, j'ai l'art de la parabole, mais bon, en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a donc cet orchestre pop de 15 à 20 ans. Mais tout de suite, on va dans les studios, on va dans les soirées, on joue du rock, on a tout joué. Les Who, machin, Mabouna, et tout ça, on fait tout, en concert. Et puis, moi, je découvre 2-3 musiciens de jazz qui arrivent 5 minutes, un petit partage pour le thème, qui improvisent impeccable pendant une heure, ils sont enregistrés en studio. Je reste comme ça. Deuxième choc, mon ami batteur Vincent Meyer prend des cours chez Kenny Clark, qui avait une école à Paris. Il le joue spécialement 2 heures de batterie tout seul. On ne me suis pas fait chier une seconde, j'étais ébahi. Ah oui. Et le choc, c'est 20 ans, je vois à la télé André Francis à Château-Vallon, qui était le plus osé des festivals, c'était free, avec musique contemporaine. Et puis un état d'esprit, c'était le rêve du grand soir de mes copains, hein, le Tourière, le grand soir. Moi, j'y croyais pas trop, hein, je déconner, le grand soir trotskiste. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas venu, il ne viendra jamais. C'est un rêve. Mais moi, le rêve, je voulais le vivre. Alors je vois ça, et ça ressemble un peu à ce rêve collectif. Je vais là-bas à 20 ans, je ramène ma copine, je dis on va là-bas, tranquille. Château-Vallon, moi je joue un petit peu le piano, de l'orgue, mais je me délecte parce que atelier carrément, à côté de où on était logé, dans toute la pinette, des gens qui dorment sous la tente, libres, indépendants, bref, et un collectif dans les arènes de 3500 personnes, au moment où la nuit tombe. Non, je laisse, ça s'arrête. Écoutez, c'est pour me... Bref, c'était assez étonnant, parce que c'était ce rêve de 3000 personnes, cheveux, les machins, sympas entre eux, qui se passent des trucs, hein. Une pinette, machin, dit à hauteur, à 1000 mètres, et on voit la baie tout loin, quand le soleil tombe, notre cher André Francis, chef de jazz, France Inter, France Musique, machin, arrive, il y a les télés, il y a tout. Et dit, ben voilà, il y avait bon, tous les free jazz black power, donc les militants noirs, c'est pas c'est du free noir, bon. Et aussi les vieux cons, alors, puisque je parlais comme ça maintenant, mais déjà je le pensais, Oscar Peterson, Grappelli, machin, bon, qui jouait un jazz poli et gentil, et c'est un mélange de tout. Il fallait bien organiser un festival qui ait le droit de... Et puis Michel Portal, évidemment, qui dégageait autre chose, etc. Et puis aussi bien même Solal, qui jouait avec un contemporain vachement savant, sérieux. C'est ce que, comme disait très bien ma femme, Solal, c'est notre Boulez du jazz. Voilà.
Là, le coup du diable. Bon, alors, il y avait un petit peu tout ça, Carla Blair, Charlie Mingus, qui j'ai pu parler. On pouvait parler, il y avait un petit château pour les musiciens. 3 ans après, moi je reviens là-bas avec mon autre copine. Et puis là, je discute avec Alain Brunet, qui était premier à avoir fait une thèse d'état sur le jazz, qui était aussi musicien trompette. J'avais une telle passion pour toute cette musique, j'allais à tous les trucs, et je jouais 5 heures par jour à côté de mon archi. J'étais imbibé de tout ça, quoi, de tous les articles sur chaque disque, j'avais une collection de disques dingues. Et j'allais, c'était aussi une musique vivante, j'allais partout tous les soirs. Et moi je jouais déjà au Théâtre du Noir, par exemple, à Vatry-sur-Glane. Je commençais à sécher un peu les cours, parce que j'avais séché à le lycée aussi, à partir de la première terminale, j'y allais jamais. Ils s'arrangeaient pour avoir une bonne note, sans y aller, quoi. J'étais malin, malin. En archiste, Beaux-Arts c'était la merde, et puis ça c'était trop sérieux pour moi. Alors je faisais le moins possible pour passer. Voilà. Puis j'étais curieux de m'ameubler sur la raconter. J'allais un peu dans tout Paris. Comme en 68, j'avais le 3 mai 68, ce jour-là, mon anniversaire de 15 ans, j'étais, avec ma petite nana, habité au boulevard Saint-Michel-Saint-Germain, j'étais au lycée Saint-Gall de rentre pour passer chez elle. On vivait au quartier latin à pied toujours. C'était pas la même ambiance que maintenant. Hein. Et le 3 mai, je me retrouve en face des flics et puis derrière les manifestants. Bon, je m'échappe parce que j'étais sur le plan de course, mais je vois comment les flics vont tabasser jusque dans le métro Odéon, les vieilles comme ça. Folie, délire. Mais en même temps, je lisais parce que j'étais curieux. J'étais un peu fraudo-marxiste et puis je commençais à lire Lefebvre, la société bureaucratique de consommation. Quoi. Henri Lefebvre, c'était le propriétaire du mouvement. Et son préféré, c'était Baudrillard, évidemment. Sur la puce, la sémantique, etc. La sémiologie, qui est devenu très. Il est mort un peu pessimiste, d'ailleurs. Il est un copain. Bon, moi j'ai tout lu, le système des objets. J'adorais Baudrillard. C'était délecté, et puis Henri Lefebvre. On n'en parle plus, mais moi ça reste très présent. Puis après ça a été l'homme dimensionnel de Marcuse. Bon, d'accord, oui. Tous les fraudes marxistes, parce que je voyais bien l'articulation fondamentale. Mais vous pouvez être marxiste, c'est lui, mais pour moi, on ne peut pas être marxiste sans être freudien. C'est sans s'appliquer de la psy au social et sans faire du social avec de la psy. Un patron, c'est un père. Un patron, c'est un père. Donc il y a une dimension psychanalytique dans l'organisation sociale de l'industrie, etc. Et, voilà. Et vice-versa. Donc j'étais passionné par la psy et la socio, évidemment. Et je voulais faire MSH, maths, sciences humaines, psych, sociaux. Je connaissais avec le Brasse, mon père connaissait beaucoup de gens. Je l'avais vu, il m'a dit, ouais, Daniel, il y a un truc. Tu fais tes 6 ans, peut-être tes télé, tu ferais ta musique à côté. T'as un gagne-pain, fais ta musique. Je voulais être musicien. Mais je voulais être aussi astronome. Mais astronome, c'est impossible. Vous allez au Chili, vous êtes sur un ordinateur. Vous regardez même plus le ciel, devant des écrans trop spécialisés. C'était plus l'astronome amateur que j'avais été. Voilà. Astronomie et psychosociaux, et la vie, quoi. Cette vie qu'on présentait, qui ne me plaisait pas. Vous trouvez la ville moche, vous trouvez les gens. Ça ne me plaisait pas. Je faisais partie de ces révoltés de fils de Bourges d'après 68. Et puis, on me traitait quelquefois de bourgeois encrassés par certains fils d'ouvriers, et ils n'avaient pas tort. Parce qu'on mettait des trous dans les jeans pour faire encrasser, quoi. Pour faire peuple. On s'habillait comme ça, c'était la mode. Mais il comprenait très bien, le fils d'ouvrier. C'était pas fils d'ouvrier. Je l'ai compris aussi en étant étudiant en architecture, il n'y avait que des fils de bourgeois. Comme ça. J'ai volontairement été manœuvre à Cergy-Pontoise sur la vie nouvelle que j'étudiais. D'un autre côté, en tant qu'urbaniste à l'antenne, j'ai passé 2 mois et j'ai imprimé le tourrier en ce moment. 10 heures par jour, 1 mort par jour, que des Portugais, des Marocains, des Algériens, qui étaient en manque de tout, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Il y avait une grosse femme qui lavait les carreaux, il était 500 à regarder. La misère, 10 minutes pour manger à la mairie, et 10 heures par jour de boulot, 6 jours sur 7. Après ça, 2 heures de queue pour la douche. Mais les ouvriers, ils sont restés dans la vie. Moi aussi, j'étais croyé. Et quand j'étais sur le bord d'un truc qui avait des fers en latente, et le mec qui tombait 1 par jour, le contremaître disait « Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, il y a une ambulance par jour. » Voilà. C'était le Moyen-Âge. Là, je me suis dit, c'est pas la peine, on n'est pas dans le raisonnement. Là. Tu mets un mec comme ça, moi j'ai fait que 2 mois. Mais bon. Un mec comme ça, il fait 5 ans comme ça,
il n'a même pas de famille, pas de femme. Il est totalement déstructuré. Alors, Déjà. donc, on revient un peu Je sur votre parlais carrière. oui, non, mais- À quel moment vous avez été reconnu par le milieu du J'ai eu jazz? beaucoup de chance. Parce qu'à Château-Wallon, donc à 23 ans, 76. Oui, justement, à ce moment-là, on ne vous avait pas encore programmé. Mais moi, je répétais beaucoup partout, au Théâtre du Noir avec François Tusk, qui était le pianiste maoïste, voilà. Et puis beaucoup d'autres, bon, qui sont venus, Alain Jean-Marie, il y avait Nico Nissim, l'Antillais, il y avait tout un Bobby Few, il y avait beaucoup d'Américains, Frick, qui sont venus à Paris. Alan Silverhite, tout ça qui montait son école, Steve Potts. C'était un lieu. Finalement, le jazz n'était plus vivant à Paris qu'à New York. La ACM, les révoltés n'avaient pas tellement de place, je me demandais pourquoi. Bon, ils étaient là, et puis nos Français révoltés, genre Tusk, Maui, ils jouaient entre. C'était pour moi la jonction entre musique populaire, que ce soit le blues, ou là c'était breton, on cherchait des racines, où Bernard Lubat il jouait la musique basque de son pays, et en même temps il était fasciné par Kenny Clarke, donc ils avaient appris la percussion contemporaine, donc c'était cette dialectique entre le savant et le populaire. Le jazz, c'était toute cette oscillation. Oui, c'est ça. Et avec en même temps l'émergence du cri. C'est-à-dire, si le corps a été redit par Freud, là, il était remis en jeu, aussi bien dans le domaine du théâtre qu'il y avait des expressions, les gens arrivaient à poil, etc., que dans le jazz, de commencer à sortir des sons, n'importe quoi. C'était un peu le surréalisme dans le jazz, dans la musique. Mais appliqué, c'est vivant. Vous savez, quand on a un trombone qui pue à coulisses, c'était des photos encore ici, Ouais. des instruments inventés, quoi. Ouais. Tu les fais agrandir, tellement c'est complètement. C'est impossible maintenant, un truc pareil. C'était un rêve, un rêve. Là, on est dans les années 70, c'est ça? 76. 76. Et ça a commencé à 73, j'y étais déjà par la télé. La télé passait le festival de Château-Wallon, le plus avant-garde et le plus risqué. Il y avait Antibes qui continuait sa petite programmation, puis un jazz. Et là, c'était même le mot jazz, ça s'appelait musique ouverte. D'accord. Donc il y avait les contemporains, les percussions de Strasbourg, ils venaient jouer ici. Il y avait un peu tout. Voilà. C'était un brassage intéressant. Plus l'intelligence devait être des ateliers, il y avait des saxos partout. Même moi, j'en avais marre d'entendre des saxos la nuit. J'avais une petite chambre avec ma copine, n'importe qui, il y avait hors atelier, je jouais du saxo partout. Un thème de Sonny Rollins, de Coltrane, machin passé. Vous ne jouez pas du saxo, vous? Non, moi non. Moi, j'ai essayé, je ne suis pas doué ni pour la trompette, ni pour le saxo, ni pour la clarinette. Tout ce qui est avant, je ne suis pas doué. Oui. Tout ce qui est percussion, j'adore. Je fais à peu près tout. Et puis j'ai adoré aussi tout ce qui est guitare, luth, mandoline, machin. Bon. Ah, quand même? Ah oui, j'avais une collection d'instruments qui a brûlé. J'ai eu l'incendie il y a 27 ans. Il y avait toute une pièce d'instruments qui a brûlé. Quelques-uns ont rescapé, un balafon. Donc les cordes, vous connaissez un petit peu les cordes? Ah, j'ai joué 10 ans de guitare, moi. Ah oui, d'accord. Puis différentes, la folk, la blues, Oui, la oui, classique, aussi bien le bénis que du folk. J'adorais le groupe Pantang, par exemple. J'adorais les groupes bretons. Bon, alors donc finalement... beaucoup de choses. Les musiques du monde aussi. Les musiques du monde, j'écoutais les musiques de Bali et de Java quand c'était pas encore touristique, avec les chants de trance. Ouais, écoutez ça dans votre petite jambe. Des choses comme ça, bon, déjà des frissons dans le dos, hein, c'est pas... Ça remet tout en question, le petit conservatoire, là, Debussy, Ravel et machin, et Bartok, qui sont revenus. Quand j'ai vieilli à Mitière, quand même, c'est pas mal. C'est petit chef-d'œuvre, mais c'était tout à fait autre chose, c'était une musique vivante. Voilà. Alors moi, je monte de marche avec Alain Bonnet, puis vous venez en discussion, donc je m'y connais bien et tout. Il dit, écoutez, j'ai pensé à une chose. On a pensé sur une défection, parce qu'on a un petit festival off, mais une défection demain soir, on a 3/4 d'heure, 1 heure. Est-ce que tu te sens capable de nous faire du piano solo sur la grande scène? Et moi, ouais, t'es fou. Piano solo, le plus grand festival dans la grande scène. Je voulais voir Oscar Peterson, il y avait Solal, il dit attention, je suis un petit jeune, moi je suis passionné, mais bon, je dis ouais. Il assure de moi comme si Si partant. j'étais c'est là la notion de destin, quand je regarde après coup, c'est quand même curieux tout ce qui s'est passé. Bah, après ça, on peut gratouiller dans l'astro, puis voir quoi, évidemment, il y avait soit les Jupiter en Gémeaux, Trigone, Saturne, Neptune en 10, bon,
tout était là. Mais enfin bon, ça c'est la mise en scène, elle est là. Mais quand même, quand on lit ça, c'est marrant, parce que c'est pas bon. C'est vraiment un si, tac, ça arrive. Alors, comment ça s'est passé? Bah, j'ai joué sur scène, c'était génial. Vous avez, Applaudissements dingues, etc. vous avez joué quel genre de musique alors? Du fruit. Bah, j'ai joué du fruit, j'ai joué du fruit. Ça correspond à ce que vous faites, ce que vous avez fait par la suite? Rien à voir, j'ai évolué tout le temps, moi, je pas. Ça n'a rien à voir. Déjà, avec les années 80, dans la radio, c'était encore un film beaucoup plus lyrique, comme on faisait, avec un peu l'esprit Coltrane, du quartet de Coltrane, un peu spirituel. Vous ne pourriez pas jouer ce que vous aviez fait à l'époque? Bah, en piège roulante, non, il faut être. Là, physiquement, je ne peux pas. Mais c'était. Bah, moi, j'ai des enregistrements à partir. On va m'envoyer à partir de 76, ils m'ont envoyé des trucs filmés à Château-Vallon, j'ai en mémoire ce que j'ai joué. Mais il y avait l'esprit, la passion, la force. Oui. J'étais dans ce mouvement-là de musique à la fois d'avant-garde. Cécile Telor jouait complètement, lui, il arrivait, il jouait avec les coudes, il faisait bah. Ah, je vais une question incidente. Est-ce qu'il y avait des femmes dans ce milieu qui jouaient? C'est le problème qu'on s'est tous posé, parce qu'il y a quelques chanteuses traditionnelles, bon, Copie et la Fitzgerald. Mais au niveau du rythme, de l'instrumental, tout ça? Au niveau instrumental, il y en a très peu. Pourquoi, à votre avis? Ben, c'est une musique de mec, c'est une musique de mec. C'est une musique de mec. Yang, c'est une musique à oui. puissance. Ce qui exige aussi une certaine forme d'improvisation, parce qu'on revient à la question. Il y a l'improvisation d'une part, que les femmes ne sont pas capables. Voilà. Elles ne sont pas douées pour ça. Oui. Parce que moi j'ai enseigné beaucoup je dirais pas le jazz, ça c'est le piano. Mais évidemment je proposais quand même, je dis comme plutôt de jazz quand même au départ. Puis j'ai essayé de voir, au bout de quelques semaines, même en disant la règle du jeu. Je prenais un thème facile, les Evis Roll Blue, il y a quoi, il y a 3 accords. Il y a des variations. Oui. C'est plutôt des feeling, il y a 3 accords. Déjà les 3 accords, juste le thème, c'est vraiment pas la peine d'être grand pianiste, bah, c'est paf, puis ça sonne bien, c'est carré, paf, c'est puissant, quoi, c'est les bonnes notes, mais c'est assez simple dans la tête. Et alors, même ça, c'était pas possible? Si, mais je veux un peu, mais il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de swing, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'implication du corps, rien du tout. Donc à ce moment-là, pianistiquement, instrumentalement, ça donne pas du tout comme si les mêmes notes jouaient par. C'est pas transcendant. Un vrai musicien de jazz, ça n'a rien à voir. C'est les notes, mais c'est pas du tout la même musique. Oui. Moi j'ai un ami, par exemple, qui est passé plutôt contemporain, mais il a écrit un bon bouquin sur l'improvisation musicale, c'est le seul. Ah bon? Ouais, je sais plus, je dois l'avoir quelque part. Ah oui, comment ça s'appelle? C'est Denis Le Baillan. Oui. Le Baillan, qui a donc tout mon âge, qui maintenant est devenu prof de musique contemporaine, je ne sais pas où, et puis qui a écrit 2 bouquins très intelligents, un sur le piano, la facture et tout ça. Et en terminant un petit peu sur quand même là. Alors l'improvisation. Il y a l'improvisation et puis il y a l'implication. Parce que là, quand un pianiste classique, par exemple, qui va prendre une partition, celui qui va jouer le mieux, comme Horowitz, comme Saint-François, machin, ou Glenn Gould, c'est des gens qui vont y mettre eux-mêmes une telle compréhension, beaucoup plus qu'intellectuelle, une telle façon de jouer, un tel toucher, l'implication du corps, un petit peu déjà du toucher, je dirais le sens du toucher, tel qu'on va reconnaître le gars, même si c'est l'œuvre de Chopin, Mozart, Schubert, on reconnaît que c'est Bach par Glenn Gould, c'est assez, on entend les 2 mains, les 2 voix, la polyphonie, comme ça, en relief. En plus, moi j'ai vu à la télé parler de ça, t'es tellement fou dans son truc, bon c'est clair, tout y est quoi. C'est lisible, tout d'un coup c'est lisible, Bach. Il n'y a pas, c'est le contrepoint en relief. Oui, ça vaut le coup quand même de bosser comme un fou comme ça. C'est ahurissant. Il y a plein de gens qui jouent les partitas ou les variations de Lemer et puis ça sonne absolument pas comme ça. C'est pas en relief. Et sur les mêmes pianos, hein, c'est pas. Et alors il y avait une technique qui jouait plus bas que tout le monde, il était comme ça. Je trouve ça c'est étonnant, cette passion. Alors, il y a des gens comme ça, soit surdoués, mais qui. Surdoués, c'est gentil de dire surdoué, génial. C'est une implication de boulot, quoi. Boulot. Il n'y a pas de secret en musique. Comme dans tout, je veux dire, si vous voulez être champion de vélo ou sportif, je sais pas quoi, faut, à talent égal, bosser un peu plus que les autres. Bon, il y a un petit plus qui peut être un don, peut-être. Il a été fait pour ça, je sais pas. Mais enfin, quand même, on consacre un temps, on investit psychiquement là-dedans, tellement que bon, quand on veut réussir, c'est pas une ambition pour l'ambition, c'est pas pour avoir une médaille, c'est une passion. C'est vrai, c'est la passion.
passion. Mais alors, Et donc, voilà, tu dirais, finalement, pourquoi est-ce que... intérieur, Donc, pourquoi est-ce que le... pas retrouvé Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que le jazz et la musique, ce qu'on appelle la musique contemporaine, pourquoi c'est différent, justement? Ah bah c'est différent, complètement. Non, mais je veux dire, alors moi j'avais développé récemment une théorie que je vous soumets à toutes fins utiles. Oui. C'est que le jazz serait une musique noire au départ. Et la musique contemporaine, une musique blanche. Ah bah, la musique contemporaine, elle n'est pas du tout noire, elle est blanche. La musique Oui, contemporaine, donc, à partir on peut se demander si ça n'est pas une... de Décaponis, pardon, ou même avant la période de Bussy Ravel ou Scriabine ou machin, c'est une... la musique intellectuelle, elle est blanche, elle n'est pas du tout noire. Le problème de toutes les histoires du jazz explique ça. Le démarrage est assez complexe. Parce que d'un côté, il y a les Noirs esclaves. Bon, ils commencent par les, à 1870 par les Worksongs. Ils chantent pendant le travail. Ah oui. Après ça, ils s'approprient de toute façon les chants religieux dans les églises. Ah oui. Ça commence avec les gros spirituels, les gospels, les gospels. Voilà. On s'en petit à petit, en 50 ans. Et là, il y a une passion. Alors moi, j'étais pris complètement par ça, parce qu'il y a une passion comme dans les passions de Bach. Oui. Évidemment, la passion religieuse n'appartient à personne. Oui. Elle peut être donnée, exprimée. Elle est exprimée souvent par une oppression. Une oppression et une douleur. C'est quand même une douleur qui va créer une intensité. Il y a besoin d'intensité. En tout cas, de l'exprimer. C'est ça. D'expression. Parce que maintenant, si vous avez des jeunes qui vont apprendre comment faire un gospel qu'ils chantent, entre deux métro, de CV, de machin blanc en France, ils joueront peut-être des notes, mais c'est pas du gospel. Est-ce qu'il n'y a pas une le différence? feeling, l'intensité. Alors, mon ami de Vaillant a écrit l'improvisation musicale, et en dessous, essai sur la puissance du jeu. Oui. Je trouve ça très, très fort. La puissance du jeu. D'abord, c'est un jeu, il y a une certaine liberté qu'il n'y a pas dans la partition. C'est hors partition. Parce qu'en improvisation, ça va jusqu'au maximum, c'est-à-dire j'arrive avec une clarinette, je ne sais pas ce que je vais jouer. Là, c'est le jeu total. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le jazz est plus dans, dans la création collective que la musique contemporaine, qui au départ est celle d'un auteur particulier et précis? Mais la musique contemporaine, elle perpétue cette dichotomie folle qui n'avait pas du tout eu le même siècle, entre l'interprète et le compositeur. Voilà. Le compositeur, c'est un mec. Ou les interprètes, éventuellement. Oui, les interprètes, les. Mais souvent, il y a plutôt un compositeur, c'est difficile. Oui, il y a un compositeur et des interprètes. C'est difficile de composer à 15 mois. Alors qu'en jazz, il y a des compositeurs. Enfin, souvent, le compositeur peut être arrangeur, si c'est un grand orchestre, il est arrangeur. Oui. Comme les grands arrangeurs, à partir de Duke Ellington, c'est un exemple terrible, un grand orchestre, mais, ou comme Bézi, lui, il dirige, mais le son d'ensemble, c'est pareil que le chef d'orchestre en classique, il faut qu'il y ait un son d'ensemble pour que l'orchestre il sonne comme on veut. Pas une clarinette qui déconne, il n'y a pas machin. Donc là, il y a une sorte d'homogénéité, d'unité dans le truc. Alors, au niveau de la formation, alors effectivement, est-ce que la connaissance de la musique est la même? Donc pour être un bon jazzman, il faut avoir une certaine formation musicale quand même. À votre avis, ou pas du tout? Un bon jazzman, c'est un instrumentiste qui va jusqu'au bout de ce qu'on peut tirer d'un instrument. Tout, depuis le son barbare, jusqu'à un truc très sophistiqué. Parce que le jazz était à la base très simple, c'est souvent des blues sur lesquels des structures 1-4-5, sur lesquelles do, fa, sol, la tonique, la dominante et la sous-dominante, ces structures de base qu'on trouve dans toutes les musiques du monde, y compris la musique blanche. Donc voilà. Et après ça s'est un peu complexifié. À partir de la guerre, après il y a le bebop qui apparaît. Et, parce qu'avant c'était une musique tellement simple, il fallait que ça swing. C'était les mots de Duke Ellington. Swing. It's not a thing if you didn't swing. C'est rien si vous ne swingez pas. Parce que c'était une musique dansée. Mais il y a eu quand même des Roll Gardner 925-30 quand il joue, ou après ça Artatum aveugle, noir qui s'intéresse qu'au foot et puis qui joue, on a l'impression qu'il y a deux pianistes, et c'est parfait. Et il improvise. Carrément Horowitz, c'est quoi ça? Il dit, mais je fais jouer à Carnegie, et il a fait jouer à Carnegie. Là, ça devient une musique savante. Ça pas de trucs quand même. Alors le mélange, je réponds en même temps à la question du départ, tout le monde cherche une explication, parce que
Il y a eu 75 millions d'immigrants en 19e siècle aux États-Unis. Il y a eu beaucoup, par exemple, de Polonais, etc., qui sont partis peut-être avec un instrument, ou qui avaient en mémoire leur mazurka, une partie de la culture occidentale, les singularités occidentales. Puis on dit que c'est la collision, je sais pas trop, entre une intensité africaine, pseudo, parce qu'il y avait quand même des règles, parce qu'entre le gospel et comme Bézi, c'est pas du tout la même énergie, donc bon. On voit que ça se passait d'une façon vivante. Il y avait des clubs où on dansait, il y avait des endroits où on dansait de la musique. La swing, c'est ce qu'il n'y a plus d'ailleurs quand certains venaient à Paris en passage, ou à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, il y avait déjà, même avant la guerre, ou à Paris ailleurs, des vedettes américaines, la fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelait, la Noire, qui avait eu un succès énorme, première danseuse, chanteuse noire, qui était à Paris, oh merde, ça ne me revient pas. Bon, ben, ça va venir tout à l'heure. Bon. Voilà, l'esprit noir, c'était un plaisir. Musique égale plaisir, musique noire égale plaisir. Et ça s'est articulé comme ça jusqu'à la guerre, jusqu'au moment où là, le jazz est vraiment devenu une musique différente et savante. Parce qu'il y a eu l'introduction sur des gammes, qu'on appelle la quinte diminuée, qui était la quinte folle du Moyen-Âge, do, sol, c'est le fa dièse, et utilisée systématiquement à partir de Monk, Charlie Parker, machin. Donc on passe à une autre chose qui a intéressé les musicologues là, parce qu'à ce moment-là, ça avait le statut de musique savante originale. Le jazz est devenu un truc qui avait une singularité, ses accords, son style. Et je ne parle pas des polyrythmies. Le jazz insistait beaucoup sur... Vous savez, quand vous écoutez un orchestre, par exemple, classique, dit classique, vous avez au fond, vous voyez un mec qui joue au tambour ou sur un prédin. On le voit, pendant 10 minutes, il ne fait rien, puis tout à coup, il fait... En musique classique, c'est ça. Donc il a un petit rôle, quoi. Au cinéma, il a un petit rôle. Aujourd'hui, dans la musique contemporaine et de recherche, parce que vous allez écouter les vues, voilà, quand c'est les percussions de Strasbourg, quand c'est des... etc., ou des groupes qui se développent, là, c'est des polyrythmies incroyablement complexes. On utilise tout ce qu'on peut trouver, aussi bien des marimbas. Et là, la percussion reprend ses droits. Mais je ne sais pas si ça plaît aux gens, c'est le problème. Cette musique ne devient pas très populaire, expérimentale. C'est ça qui est embêtant. Voilà. Est-ce que Jacques, ça va? Ça va, Jacques? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai une petite absence. Oui, mais j'étais inquiet, moi. Non, pas du tout. J'ai un peu... Je m'endors quelques instants. Le truc est en marche. Oui, mais je couperai. Oui, je ne peux pas. Oh là, Ah oui, ça m'arrive, oui. j'étais inquiet. Non. Parce que je me suis dit, C'est une... peut-être que je me suis dit, j'emmerde. Non, c'est ça. Non, mais vous pouvez continuer. D'ailleurs, souvent, je m'endors comme ça. Sur l'histoire de... Non, je me mets un petit peu comme ça. Voilà. Bon, comme je suis bavard, en plus, c'est ma passion. Alors, on ne parlait pas de milliers d'heures. oui, vous avez raison. J'essaie de... Voilà, de... Pas trop, non, mais c'est vrai pas que... trop rentrer dans les... c'est vrai que... Mais je vous dis, tous les gens qui ont essayé de faire des histoires du jazz, bon, moi, par passion, je les ai... Il y a des questions que je me pose et que j'ai posées à un certain nombre de mes interlocuteurs. Allez-y, C'est de savoir si le public, direction. est-ce que le public sent la différence entre une musique vivante qui sort de la personne et quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation, de la lecture. Parce que j'ai l'impression que le public, il ne fait pas tellement la différence. S'il faisait la différence, il serait plus exigeant. Il n'est pas si exigeant que ça, le public, finalement. On lui présente quelqu'un qui va jouer un morceau, qui va lui jouer pendant 2 heures du Beethoven ou du Chopin, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas, et il n'est pas en demande de quelque chose de plus authentique, de plus improvisé, de plus vivant. Donc quelque part... C'est-à-dire que le public ne se rend pas compte de ce qu'étaient vraiment ces personnages de Mozart, de Chopin, de Beethoven. Voilà. Quand on s'intéresse à leur vie, quand on dépasse le Amadeus, qui est une fable complètement inverse de leur vie de Mozart, il y a un truc vrai, c'était
c'était un petit marrant, parce qu'il y a un peu de maison 5, bon, un peu galopin et marrant et surdoué, bon ok. Mais la vie de Mozart, à partir de... Il avait vécu 35 ans et demi, puis les 10 dernières années, c'est atroce. Il n'avait plus de succès du tout, il ne voulait pas donner les petits cours, ça faisait chier. Il était obligé de redresser l'aristocratie, alors que c'était, lui, 81, 91, c'est le moment du passage à autre chose, justement. C'est pas seulement la découverte du Uranus, mais il y avait, sentait qu'il y avait un monde nouveau qui allait apparaître, c'est pas ça de l'aristocratie à la bourgeoisie dominante, c'est pas... Enfin, à l'époque de Mozart, Oui. on dit que parfois, souvent, le public était... qu'on pouvait très bien, un public pouvait improviser plus facilement. Mais tous les musiciens du succès qui étaient des improvisateurs. Oui, voilà, c'est ça. Beethoven, il arrivait, bien solitaire, hein. Il arrivait, il prenait le piano, il prenait le doigt comme ça, et après, mais les gens étaient là, quelle énergie, c'était une bête d'énergie. Oui, voilà. Et les impros de Beethoven, il paraît que c'était complètement dingue. Oui. Bien que c'était encore... Mais lui, c'était déjà... On était passé à un peu de romantique. Donc déjà, l'artiste, Beethoven, il commence à s'exprimer personnellement, même si c'est au nom d'un collectif. Même quand il dit à la 9e, c'est pour mon cher Napoléon. Ah, la 3e. Oui, pour mon cher Napoléon, j'espère que... Voilà, bon. Puis on l'a repris, mais il s'emballait pour... bon, le truc, c'est Napoléon, mais Napoléon n'est pas vraiment le représentant de la Révolution française, puisque c'était la réaction contre la Révolution. C'est un peu plus compliqué, mais il s'est emballé comme ça. Mais à côté, j'ai lu des discours spiritualistes sur Dieu, l'énergie, le monde, machin. C'est un drôle de bonhomme, hein, le père Beethoven. Voilà, très souffrant. Une vie terriblement souffrante et solitaire. Il a écrit les plus beaux. Et puis après, il a été atteint de solidité. Oui. En plus, mais plus jeune, il n'était pas spécialement là, moi, il était petit, trapu, mon papa. Et il jouait pour qui? Quand même des. C'était plus les aristos, mais c'était quand même des trucs bourgeois. Et puis il a dit un jour à quelqu'un, vous avez une particule, moi je me suis fait un nom par ma valeur. C'est quand même extraordinaire. Moi je me suis fait tout seul, je vaux quelque chose. Moi j'aime bien ce genre de revendication. Moi, depuis gosse, Beethoven me fait chialer. C'est pas la peine, il me fait chialer parce que c'est véritablement. Si Bach fait aussi pleurer parce que c'est une émotion divine, complètement. Mais Bach aussi a eu des problèmes de fric, le grand Bach, famille de musiciens et tout. J'ai vu des lettres écrites toutes les semaines, il écrivait ses variations. Toutes les semaines, il en écrivait une, c'était un métier. Un métier, la musique, tu pas envisagé comme une exhibition, quoi que ce soit bientôt génial. C'est après que ça apparaît, avec la bourgeoisie. Et puis c'est à partir, donc Mozart, c'est le même, sociologiquement, c'est le musicien de passage. Et c'est lui qui a demandé à partir de 1781 d'avoir des droits d'auteur. Son père l'a fait jouer en toute l'Europe. Voilà, toute l'Europe, parce qu'il était surdoué. C'est vrai que bon, c'est pas tellement au niveau de la composition, il faut arrêter les trucs qu'il a écrits à 7 ans, c'est pas, vous voyez qu'il y a 3 notes, faut pas déconner non plus, quoi. Bon, voilà. Il est très doué, très intelligent, très doué, il a bien assimilé, et son père s'est mis à son service. Bon, c'est plus ou moins bien parti, voilà. Donc, mais bon, il était doué, précoce, il jouait bien. On l'a remarqué. Il a joué un peu dans toute l'Europe, 15, 20, 25 ans, des trucs, mais il jouait des trucs pour faire plaisir aux gens. Et sa vraie musique, ce qu'on trouve maintenant sur partition, c'est écrit un petit peu à côté, quoi. C'est pas ce qu'il jouait sur ça. Non, non. Ça. C'est pas la même. Alors donc, Mozart commence à incarner. Alors je me rappelle aujourd'hui de Gianni, parce que tout le monde a Mozart. Qu'est-ce qu'il y a avec ce mec-là? C'est incroyable. C'est quand même quelqu'un qui travaillait à côté de l'activité musicale sociologique de l'époque, de la demande. Parce qu'on a dit, je crois que c'est un Polonais, à la cour, je ne sais pas quoi de quoi, je m'excuse, je n'ai pas le mémoire tout de suite, mais non, pas Mozart, il joue trop de notes. Jamais. Ça me fait marrer, quand même. Ça veut dire musique, ouais, d'accord, ça part pour distraire. Mais il est trop doué, il nous emmerde, quoi, il y a trop de notes. Alors qu'avant, un siècle avant, il y avait Bach qui jouait hyper bien de l'orgue, qui improvisait, mais jouer, composer, improviser, c'est la même chose. L'improvisation, c'est le brouillon du devoir. Voilà. Donc, moi, je dis à une interview, mais vous improvisez aujourd'hui. Mais je dis, mais
on arrive à un âge où, à force de jouer, une bonne improvisation, c'est une composition. Les impromptus de Schubert, c'est impeccable. Ah oui. Il est mort à 27 ans. Il Hein. faut vraiment improviser. Là, lui, il était vraiment ça. Oui, vous avez raison de dire Mais cela. à l'époque, il n'y avait pas tellement de différence. C'est-à-dire que l'improvisation, c'était. On disait, bah, vous nous jouez une plaisanterie, vous nous jouez. Alors, ça veut dire qu'on part d'un thème, et puis l'art du musicien, Et après, c'est de on broder. oui. C'est de broder, de paraphraser. Oui. Liszt, qu'est-ce qu'il veut dire aller sur scène, il prenait un thème, même de Chopin, puis il paraphrasait parce que Oui. fou. Mais c'est-à-dire qu'il composait instantanément. On appelle ça la composition instantanée. Oui. Un instrumentiste. Le piano, ça s'y prête parce que le piano, c'est un petit orchestre. Il y a Exact. la bande de passants d'un piano, c'est plus que n'importe quel instrument. Nous sommes tous les compositeurs américains qui commencent à faire des pianos. Après ça, moi, j'ai un peu des couleurs, des temps. Et le piano est un peu plus large comme passant. À l'âge de 27 ans, ça pratique, ça fait pas beaucoup. Donc, on va demander ça. Encore un peu. Mais c'est étonnant. Alors, on retourne C'est dans pas une... du Oui. J'écris beaucoup là-dessus parce que comment on est arrivé au piano en 1800, le piano forte, mais comment avant on s'imagine que Bach jouait sur la tuca, pas du tout. Les clavecins, les orgues, tout ça, les clavicordes, c'était des trucs à 4, 5, Alors, 6, 7 octaves. Oui. Alors moi je fais ça à parallèle avec la longueur de vie. 7 fois 12, 84, on vit 84 ans aujourd'hui. Bien sûr. 84, c'est marrant. Oui. Alors, Alors, est-ce que la musique, j'ai eu parfois sur Internet des discussions là-dessus, est-ce que la musique c'est quelque chose de cérébral, mental ou physique, ou viscéral? Ça dépend des cultures. C'est devenu en Europe de plus en plus. Parce que l'improvisation, c'est comment vous définiriez quelqu'un qui improvise? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? C'est extrêmement difficile. Moi, j'avais fait des concerts avec des psychanalystes lacaniens. C'est une peintre riche, libanaise, qui avait un besoin d'en faire un place. On pourrait peut-être faire des études sur au niveau neuroscientifique. Mais là, mais moi, on l'a fait, dans la psychologie. Et puis, il y avait 40 lacaniens qui avaient déjà fait venir Paul Boulay et qui Jarret en solo. Moi, j'ai sympathisé avec Alain Didier-Bel, je ne sais pas si vous connaissez, et puis son frère Eric. Il était en même temps passionné de free. Alors on est là tous ensemble, on était en train de sympathiser. C'est là que j'ai connu Barbeau. Comme moi, je trouve que j'ai une vie assez marrante, quoi. Vous avez connu Barbeau à quel moment? Fréquenter les milieux musicaux? Non, mais Alain Didier-Bel, qui était il est venu faire des cours chez moi, il m'a envoyé des psylacaniens qui disaient non, pas de Cage Jarret, du Monk, s'il vous plaît. Alors, du vrai jazz, quoi. Pas de la small, quoi. Cage Jarret, c'est un peu séduction. Il est génial, mais quelquefois il est nul, quoi. Bon, il prend des risques fous, il fait n'importe quoi. Et il se regarde un peu le nombril, moi. Mais bon, c'est comme ça, je peux en parler pendant des heures. J'arrête, je le connais. Alors, on est passionné par la même chose, le piano, l'exhibition solo. Moi, ça va, j'ai passé ça maintenant. Je me marre. Là, avec on en parlera. Ouais, non, parce que là, j'ai fait tout ce qu'on peut faire sur un piano. Oui, voilà. Je suis fatigué, et puis même la composition me fait amuser aussi. Mais là, c'est pas. Là, il y a des timbres et des sons à l'infini, on peut combiner. Alors bon, là, ça devient marrant, parce que même le truc que je joue au piano, je peux le faire en marimba, je peux le faire en truc inattendu. Donc la nuit, dans le silence, même à basson, je m'amuse avec un truc comme ça. La Yamaha vient de sortir ça, là, c'est génial. Ça y est, ils vont améliorer, mais ouais. À 7 000 €, c'est beaucoup moins cher qu'un piano. Les gens peuvent avoir un truc comme ça. Et en plus, il y a les aides, il y a des morceaux tout faits. Ouais. Tous les tubes, machin connu, que ce soit en rock, que ce soit en jazz, ben les tubes, que ce soit en pop, que ce soit en blues, ils sont tous marqués. Ouais. Vous appuyez sur deux boutons, paf, ça, le son est parfait, c'est bien orchestré. Vous n'avez plus qu'à faire une mélodie dessus. Ça fait sympa, quoi. Mais je dis aux gens, c'est pas la peine. Ça a été à la portée de tout le monde, là, quasiment. Ça y est, c'est génial, ça y est. Avant, c'était les synthés. Moi, j'avais vendu un piano à queue pour acheter un synthé. Mon frère m'a dit, tu l'as bu. J'ai bu un peu à l'époque, c'est comme trop cher pour l'avoir bu. Il a déconné, non? C'est pas de la méchanceté, pas loin. Bon, La jalousie. Mais bon, écoutez, j'avais acheté ça, puis dans les années 90, synthé, j'ai essayé tous les boutons, un copain m'a dit, mais qu'est-ce que tu sens, ton truc? c'était pas encore tout J'avais à fait ça. perdu le beau piano que j'avais, Oui. pour une merde. J'ai attendu. Puis là, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vraiment, là, ça vaut le coup? Ouais, je crois que c'est là, parce qu'ils vendent ça, surtout pour
instrument de distraction le dimanche, là, pour s'amuser, avoir un petit accompagnement. Je dis ça va. Non, non, là, moi, je me marre comme dans un studio, un instrument. Et en mieux, dès que j'ai l'inspiration en pleine nuit, vers minuit, on n'est pas pareil qu'à midi. La journée, on n'est pas dans le même état. À chaque heure, c'est pour ça qu'à une époque, je travaillais dans l'astrochronobiologie. Parce qu'à toute heure, ce que savent les uns, à toute heure, chaque heure différente, ça dépend même pas seulement du thème. Perso, on est différent. Alors, bien sûr, il y a des racines sociologiques, mais il y a des racines biologiques, carrément. On n'est pas le même. Donc, on est très yang la journée. Et ça correspond à la lutte sociale. On est dans l'hyper-réel. Hein. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aube et le crépuscule. C'est des moments fascinants où il y a ce jeu de passage de relais entre ça et la lune. Je trouve qu'au niveau de la couleur et des impressions, il se passe des tas de choses que les poètes ont vachement bien décrit. Est-ce que vous avez déjà, alors vous m'avez dit que vous avez été plagié, est-ce que vous avez vu des musiciens jouer votre musique? Ouais. Parce que c'est... Mais la jouer à leur façon, enfin, je veux dire. Mais moi, je ne suis pas compositeur de thèmes. En jazz, il y a eu beaucoup de compositeurs de thèmes. Moi, j'ai composé surtout au piano le maximum. J'ai eu la chance d'avoir la commande du neuf au piano. Oui. En 82 à 29 ans. Bon, moi, c'était pas payé, c'était payé 8 francs pour l'époque. Une copine harpiste Elisabeth de Lettiver. On peut la enfin une femme hyper belle, de marche chez moi. Mais celle-là, je quand même la faut, quoi, c'est pas possible. Harpiste improvisatrice et hyper belle. Enfin, il y a pas tellement. Il y a des femmes, mais elles sont pas très appétissantes. Bon, c'est des femmes un peu hommes. On cherche, quoi, dans le jazz. Cette puissance du jeu, cette force du corps, etc., c'est quand même hyper masculin. Alors, moi, il m'a posé la question, vous avez Prévost, qui était à l'époque directeur de Jazz, mais vous avez eu un parcours bizarre. Vous avez beaucoup joué avec des femmes. J'ai beaucoup travaillé avec la danseuse Marussia Vossen, oui, qui travaille avec des musiciens de jazz. Jazz ou pose. Jazz, c'est un mot fourre-tout maintenant. Ça va de la musique contemporaine jusqu'au blues. En fait. Dès qu'il y a improvisation, on met jazz. Ce qui n'est pas la même chose. L'improvisation, c'est pas. J'ai des copains très forts du conservatoire qui savent improviser intellectuellement, mais je dirais que ça ne sonne pas tout. Jazz, c'est un état d'esprit. Bonne question dans votre réponse discrètement. Pour vous, c'est une forme, un état d'esprit. À l'époque, je laissé un peu, je pense que autre chose, j'ai 28 ans, je ne savais pas trop répondre. Maintenant, je réponds avec force, c'est à l'esprit, c'est une façon de vivre. C'est beaucoup plus que de la musique, c'est pas. On est jazz, pas que avec un instrument, on est jazz dans la façon de vivre, dans l'être. On n'improvise pas que sur un piano ou sur une clarinette, on improvise quand on parle. Les gens parlent entre eux, ils se rencontrent, ils ne se rendent pas compte qu'ils improvisent. Eh oui, c'est ça. Ils ne vont pas préparer. Ah ben tiens, attends, je vais te dire ce que je vais te dire. Ça ne va pas la tête. Je vais composer ce que je vais te dire. C'est pas qu'on écrit. Il y a une séparation entre l'écriture et l'oral et l'écrit. Est-ce que ça ne s'explique pas par un phénomène de rareté? C'est-à-dire que les gens s'imaginent, ils s'imaginent que la musique c'est quelque chose de très rare, et donc par conséquent, ça n'appartient pas au quotidien. C'est-à-dire qu'ils ont une conception, ils sacralisent la musique au point qu'ils ne la situent pas au niveau de l'improvisation, du quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a presque un surmoi total dans la vie. On le voit chez des classiques qui savent jouer très bien. Alors le problème, c'est de jouer avec ou sans partition. Liszt, il arrivait, il jouait évidemment sans partition. C'est lui qui a inventé les récitals, vers 1870-80. Liszt et Thalberg, c'était les deux grands pianistes de toute l'Europe. Mais Thalberg, on n'en parle plus parce qu'il n'était pas compositeur. Tandis que Liszt, il reste des traces de morceaux pas toujours géniaux. Il le savait. Liszt et Schumann, quand ils ont entendu Chopin, ils étaient là, messieurs, voilà un génie, quoi. Et puis c'est vrai, Chopin, c'est carrément génial. La période avec Georges Sand dessinant en Mallorca, c'est inouï. Et sans faire l'amour une seule fois, ça c'est marrant. Des questions qu'on peut se poser. C'est une relation extraordinaire, je trouve. Un passage extrêmement mystérieux entre ces deux êtres. Elle a voulu Chopin, après Musset, mais il se passe quelque chose là d'étonnant. Très étonnant. Et pourtant, Chopin, moi, il était maigrichon, j'ai 48 kilos, c'était pas. Mais il
punch, hein, quand il écrit des études révolutionnaires. Il y a un Marc-Daniel là qui... Est-ce qu'il n'y a pas marrant. des explications à chercher du côté des neurosciences? Oui. Est-ce qu'on pourrait mettre des capteurs pour voir quelles sont les zones du cerveau qui fonctionnent Mais quand on j'aimerais. improvise, quand on Mais joue, ça, quand on Alors, interprète? elles sont en pleine ébullition. Vous savez, les neurosciences. Pour l'instant, mais au niveau du cerveau, vous savez qu'il y a 100 000 milliards de neurones. C'est-à-dire autant que d'étoiles dans la galaxie. Oui, c'est même encore plus que ça. Et puis toutes les connexions, il n'y a pas que les synapses et tout. Non, je veux dire, la connaissance qu'on a du cerveau, c'est extrêmement limité. On localise des fonctions. On a les deux hémisphères, le gauche et le droit. Bon, c'est évident. Puis au milieu, c'est le corps calleux. Enfin, Il y a le cortex aussi, oui. Le cortex, voilà. Mais là, je prends la triangulation, le 3. Et puis le corps calleux, c'est l'interaction perpétuelle du yin et du yang. Et on ne se rend pas compte, mais dans la journée, effectivement, quand on va parler à HT Lupin, si on discutait de la madame, le réel, c'est une oscillation perpétuelle, et dans le cerveau, et dans l'adaptation à la réalité. Donc, c'est là que se fait la réalité, qui est toute elle-même tout le temps en mouvement. Mais déjà, au niveau du cerveau, il y a raison. On essaye, je crois qu'ils essayent en laboratoire, puisque maintenant la science est de plus en plus divisée, partialisée, mais bon, de savoir, on a trouvé qu'il y avait une chimie particulière des synapses qui changeait tout le temps. Tout change tout le temps. C'est pas fixe et figé. Au niveau chimique, il y avait quelque chose de chimique. Bon, je ne suis pas un scientifique chimiste, mais ça m'intéresse de voir déjà les principes, comment ça se passe. Même notre cerveau va s'adapter à toute réalité différente. Le retard d'un train, je ne sais pas quoi, bon, une petite panique, machin. Chimiquement, ça s'exprime. Alors, actuellement, Une émotion est chimique. Une émotion est chimique, oui. Bah oui, c'est ça. Actuellement, est-ce que vous pourriez jouer avec d'autres personnes? Bah, j'ai toujours joué avec plein de gens. J'ai choisi Pierre Lozolo parce que c'est génial, on est commandant de bord, quoi. Oui. Et j'ai beaucoup joué, avec tonnes de gens, de tous les styles. Depuis Man Piscine, du boogie, jusqu'à Michel Portal. Alors comment est-ce qu'on fait pour jouer ensemble, C'est le justement? problème, il faut mettre des structures au point. Oui, voilà, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on arrive? Parce que justement, c'est quand ça on a joue été la ensemble qu'on compétition. commence à être... On est obligé d'être très enfin, on se croit Oui. obligé d'être... L'improvisation, elle en prend un coup quand même quand on est en plusieurs, non? Ah ben oui, on prend un sacré coup. C'est-à-dire, moi je dirais maintenant, même déjà jeune, je trouvais ça facile de prendre une grille de jazz de 8 mesures. Pour moi, ça me semble facile. Quand j'ai enseigné, je me suis dit, alors là, c'est pas du tout évident pour les gens. Ils n'y arrivent pas du tout. Mais une grille, vous avez chaque accord, et puis sur chaque accord, ça donne à peu près telle gamme correspondante. On se fixe, bon, il y a des règles, le jazz. Le jazz, il y a les codes, le jazz normal, avant le free. Il y a des codes, il faut les respecter, quel style, machin, bob, machin. Et puis, tout le monde arrive, son sac, sa clarinette, sa batterie, sa contrebasse, qui a écouté machin, quel style. On part sur la formule, on commence par des trucs connus, quoi, des standards, voilà, comme dans la chanson populaire, il y a plein de chansons, d'Edith Piaf, de Johnny, machin. C'est pareil, il y a des grands tubes que tout le monde connaît. On a tous étudié des trucs basiques, on les connaît comme ça dans la tête. Et on sait qu'à partir de là, tout est organisé dans le jazz pour qu'il y ait une partie du thème se jouer ensemble. Après ça, quelques petites parties solo où on laisse à chaque instrumentiste faire son petit show, montrer ce qu'il sait faire, un petit peu comme ça. Et puis après ça, tout le monde se rassemble. Bon, ça s'appelle des formats A, BA, machin. Ah oui. C'est très codé. Arrive l'époque free jazz dès les années 60. Ah oui. Et aux États-Unis et en France. Ah, si on veut jouer un pro libre, il y a tout d'un coup le mec fait un son et puis il va y avoir action-réception. C'est à partir du son qui joue que nous on va en faire un tout. Oh là là! Alors ça a été totalement sauvage au début. Oui. Et c'est arrivé, et en France, avec François Tusk qui a joué, et Michel Portal. Ils ont écrit Free Jazz, comme Ornette Coleman a écrit pour la première fois 61. C'est une date importante. C'est bien pour le premier homme dans l'espace que ce genre de choses, sur lequel il y a des connexions historiques intéressantes. Et là-bas, c'était Ornette Coleman qui a commencé à écrire Free Jazz aussi, Free Jazz, Black Power. Bon, il ne faut pas oublier le Black Power. Parce que notre ami Philippe Carle, qui a monté les cahiers du jazz avec Comolli, cahiers du cinéma, qui était directeur ensuite de Jazz Magazine, très intello. Quand je découvrais ça à 20 ans, qu'est-ce que c'est intello, qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Putain, si moi j'arrive pas à lire, alors les gens, jazz, musique d'intello, ça c'est évident.
que les commentaires sur le concert, oh là là, c'était bourré effectivement de 68 arsémiologues, machin, sémantico, qui avait lu, j'ai sorti, j'ai retrouvé tout à l'heure, un bouquin présent d'Adorno qui reprend, qui est intéressant à en relire maintenant, parce que ça répond. En ce moment, on se repose ces questions de. On se les repose comme après 68. Et je l'ai retrouvé, je me suis dit, tiens, si Jacques passe, je le sors. J'en ai plein, mais bon. Évidemment, je suis obligé, musicien, d'avoir plein. C'est des questions qui se reposent. Il a dû échapper même à un incendie, il est très vieux. Bon, Adorno, c'est Adorno, il faut resituer, mais. Alors maintenant qu'on est en 2013, est-ce qu'on peut faire le bilan est-ce que le jazz c'est une expérience qui a ses limites? Ben, il n'y a plus de limites, justement. Il n'y a plus que des singularités. Tant qu'il y avait un tronc commun et que les bons musiciens jouaient ensemble et inventaient de nouvelles formes, je dirais qu'à partir du moment où est apparu le free, est apparue une liberté infinie qui allait permettre toutes les inventions de codes et de structures libres. Car on définit à l'avance un plan d'ensemble, mais plus il est libre et libertaire. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ça va être de l'impro. On joue par rapport au son qu'émet l'autre, on va répondre, ça devient un ping-pong. D'accord. Mais il y a aujourd'hui des petits blancs très savants instrumentalement, comme mon ami, entre guillemets, Antoine Hervé, qui écrit dans l'art du pianiste, et qui avec M. Siller passé à la télé, ils disent, tous les deux formés évidemment au conservateur, ils sont doués, donc ils font du jazz. Je me marre. Parce que justement, ils n'ont pas réussi en jazz. Lui, il n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas de feeling. Il n'y a pas d'âge. Un jazz, c'est une intensité. Sinon, c'est pas. On peut jouer tout en jazz. Parce que en vous le jazz, écoutant, c'est une façon de jouer. Une Mais façon alors, de jouer. justement, l'improvisation aujourd'hui, elle commence à devenir accessible à des gens formés au classique. Oui. Ils commencent à se débrider. Mais ils ont du mal. Parce qu'au conservatoire, on leur dit, ah, j'ai fait un petit peu d'impro. Non, c'est de la merde. Voilà, donc, ils s'auto-censurent. C'est dommage, ils sont doués. Il faut exactement sur partition, des trucs. Ils auraient rigolé, Chopin et Beethoven, voyant ça. La ils musique. sont en conformité avec le texte, oui, c'est ça. Ben, ils lisent bien, ils interprètent bien. Ah oui. Mais ce que je ne comprends pas, alors. Un texte. Mais le texte, tu aimes 50% du temps, c'est des impros. Les textes, ça, voilà. d'où ils viennent. C'est ce qu'il faut bien dire. Bach, c'était que des impros. Mais il les retenait, il les notait quand même. Oui, il est noté. Oui. Et à partir de 1781, Mozart a demandé la création des droits d'auteur. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, dans ce que vous dites, ce que je ne comprends pas très bien, c'est on ne peut pas dire que. À partir de quel moment, par exemple, quelqu'un joue une musique, on va dire non, ça c'est pas du jazz. Ah bah ça c'est autre chose. L'impro et le jazz, c'est deux choses très différentes. Oui, donc tout n'est pas jazz. Intelligente, en connaissant tous les systèmes. Et qu'est-ce qui fait qu'une musique est considérée comme du jazz et une autre non? Ah ben ça devient très délicat aujourd'hui parce qu'il y a tellement de singularités. Vous allez avoir un Ukrainien ou un Finlandais fait du jazz. Il va prendre toutes les musiques du monde qu'il a entendues et les incorporer à son folklore personnel, sociologique et tout. Donc, de tous les côtés de la planète, dans les pays riches, les pays pauvres, il n'y a pas encore tout ça fait ces percussions entre cultures, mais il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Brésil, ça commence à être mondial. Maintenant, il n'y a plus un jazz qui a une histoire, un sens et qui est reconnaissable. Le jazz, ça veut dire toute musique métissée. Il y aura une confrontation entre la tradition et la modernité. Ah, oui. Entre le savant et le populaire. Et là, parce que le jazz du siècle dernier, noir ou blanc, qui devient de plus en plus blanc. Parce que l'habileté improvisée, les noirs n'ont pas toujours accès à l'école Berkeley School et machin. Il y a beaucoup de blancs qui s'y mettent. Puis aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de pianistes blancs, ils demandent tous à pouvoir improviser quand même. Même sur on peut improviser sur le Chopin, mais bon, pour après les deux Chopin très beau. Récemment, hier justement, il y avait au Luxembourg, il y avait dans le festival Chopin du Luxembourg, il y a eu des gens qui ont improvisé, qui ont fait de la musique contemporaine sur du Chopin. Pas trop chargé. Voilà. Quand c'est chargé, c'est embêtant. Oui. Moi, j'ai fait par exemple une composition, je l'ai soumise, qui reste encore vendue, puis surtout il y a des gens qui en parlent, ça qui me fait plaisir. Je m'étais cassé depuis 9 mois avec un crayon de gomme, j'ai changé de tonalité habituelle
Bref, pour que ce soit parcours, je me suis mis en question. J'ai resté à peu près 22 minutes, et surtout 22 parties. J'habitais au 22. Oui, d'accord. J'ai commencé à lire un petit peu le tarot, m'intéresser donc les 22 lames, et c'est connecté aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Donc là, on rentre dans le jeu intéressant, qui m'intéressait, de jonction entre ma passion pour l'astrologie, etc., et la passion pour la musique. Alors, je fais une œuvre qui n'était pas innocente par rapport aux autres. Vous savez comment c'est de 83, 81. Et quand j'ai vu les jolies critiques, elle me disait, mais rejette pas. Moi, je suis astrologue en même temps que musicien. Ah oui. Bon, ça va bien, mais je ne sais pas si astrologue. Mais c'est là Ouais. on va passer ce genre de là, ça fait pas tard. Ah, je ne fais pas bien là. Il ne faut pas dire astrologue. C'est strictement un problème. En 2013, dès qu'on n'est pas astrologue, ça fait chapeau. On va des doigts, je vais dire la vie en fait. Alors, qu'est-ce que tu vois pour moi? Un jour, je suis absolument donné,